bienvenue dans le monde de la finance décentralisée ou DeFi. C'est un peu le Far West du XXIe siècle, une nouvelle frontière numérique qui promet une véritable révolution, mais qui est aussi, et il faut le dire, remplie de risques, de pionniers un peu fous, de trésors cachés et bien sûr, de hors-la-loi. Alors, pour commencer, posons une question simple, mais assez radicale. Et si on imaginait un système financier sans aucune banque? Plus personne pour approuver un prêt, plus personne pour garder l'argent. C'est ça la promesse un peu folle de la DeFi. Mais est-ce que c'est une utopie géniale ou la recette parfaite pour un chaos total? Pour vraiment saisir ce qu'est la DeFi, il faut d'abord comprendre sa fondation, sa pierre angulaire, la technologie de la blockchain. C'est la base de tout. Une manière complètement nouvelle de créer de la confiance, mais sans avoir besoin d'une autorité centrale comme une banque ou un gouvernement. Comment ça marche, ce truc? Eh bien, la blockchain résout un vieux casse-tête appelé le problème des généraux byzantins. Imaginez des généraux qui doivent se mettre d'accord pour attaquer une ville, mais certains d'entre eux pourraient être des traîtres. La blockchain, c'est un système qui permet aux généraux loyaux de se coordonner et d'être sûrs de leur plan. Appliqué à la finance, ça veut dire qu'on peut valider une transaction avec certitude sans passer par une banque. Concrètement, au lieu d'avoir une base de données centrale que la banque contrôle, chaque participant du réseau, qu'on appelle un nœud, possède une copie complète de grands livres de compte. Si quelqu'un essaie de tricher, tout le monde le voit instantanément. Ça rend la fraude, quasi impossible. C'est ça, la décentralisation en action. Bon, soyons clairs, on n'en est qu'au tout début. Comme le dit très bien Gilles Babinet, il faut voir la blockchain aujourd'hui comme on voyait ARPANET dans les années 70. ARPANET, c'était l'ancêtre d'Internet, le potentiel était immense, on le sentait, mais la technologie n'était clairement pas encore prête pour le grand public. Pour la DeFi, c'est un peu pareil. Ok, maintenant qu'on a posé les fondations techniques, voyons ce qui a été construit dessus. La première grande application de la blockchain, c'est justement la finance décentralisée. C'est en quelque sorte la première colonie, la première ville construite sur cette nouvelle frontière numérique. Alors la DeFi, qu'est-ce que c'est en gros? Eh bien ça recrée les services financiers qu'on connaît tous, les prêts, les emprunts, les échanges, mais sur la blockchain de manière ouverte et entièrement automatisée grâce à des programmes qu'on appelle des smart contracts. C'est encore un marché de niche, ça représente à peine 4% du total des cryptoactifs, mais c'est une niche qui fait énormément de bruit. Et l'intérêt est bien là. Rien que dans l'Union européenne, on compte 7,2 millions de personnes qui utilisent des applications DeFi. C'est un signe qui ne trompe pas, la curiosité est immense. Mais, et c'est là que ça devient fascinant, sur ces 7,2 millions de curieux, moins de 15% sont vraiment des utilisateurs actifs et réguliers. Ça nous dit quoi? Que beaucoup de gens viennent voir, ils explorent un peu, mais très peu restent et s'engagent sur le long terme. Sans doute à cause de la complexité et, on va le voir, des risques importants. Et ces risques, parlons-en. Parce que, comme dans toute bonne histoire de Far West, dans une ville sans shérif, l'anarchie et le crime ont tendance à prospérer. Et la DeFi, malheureusement, ne fait pas exception. Il suffit de regarder ce graphique pour comprendre l'ampleur du problème. Après 2020, la valeur volée via des piratages de protocoles DeFi a littéralement explosé. On a atteint un pic de plus de 3 milliards de dollars juste pour l'année 2022. C'est un Far West numérique où les braquages de banques ont été remplacés par des piratages de codes informatiques. Les piratages spectaculaires, c'est la partie la plus visible du problème. Mais il y a des formes de vol beaucoup plus subtiles, plus discrètes, qui sont quasiment intégrées dans le fonctionnement même de certains systèmes DeFi. Et là, on entre dans le monde un peu obscur de l'AMEV, la valeur maximale extractible. C'est quoi ce charabia? C'est une sorte de taxe cachée prélevée par des acteurs très malins qui peuvent manipuler l'ordre des transactions. Pour faire simple, imaginez que quelqu'un à la bourse puisse voir votre ordre d'achat avant tout le monde et en profite pour passer le sien juste avant, histoire de faire monter le prix à votre détriment. C'est du délit d'initié, mais version numérique. Une des techniques les plus connues, c'est ce qu'on appelle l'attaque sandwich. Le principe est diabolique de simplicité. Un robot informatique voit arriver une grosse transaction d'achat. Juste avant qu'elle ne soit validée, il passe son propre ordre d'achat sur le même actif pour faire grimper le prix. La transaction de la victime passe alors, mais à un prix plus élevé. Et juste après, le robot revend tout, empochant un profit instantané. L'utilisateur, lui, se retrouve pris en sandwich et perd de l'argent sans même savoir pourquoi. Et ces combines, ça rapporte gros. Très gros. Tenez-vous bien. Un seul de ces robots a réussi à extraire 34 millions de dollars en à peine 3 mois. Et cet argent, il ne sort pas nulle part, il est pris directement dans la poche des utilisateurs lambda. Le plus inquiétant, c'est que ces risques ne sont pas de petits problèmes isolés. Quand les choses commencent à mal tourner dans le monde de la DeFi, les problèmes se propagent à une vitesse folle.
C'est comme un incendie qui ravage une ville entière en quelques heures. Le grand crash de 2022 en est l'exemple parfait. On avait des entreprises centralisées, comme Celsius ou Voyageur, qui attiraient des milliards de dollars en promettant des rendements hallucinants. Leur secret, c'est simple. Ils prenaient l'argent de leurs clients et l'investissaient dans les recoins les plus risqués et les plus spéculatifs de la DeFi. Évidemment, quand le marché s'est retourné, tout le château de cartes s'est effondré. Le cas de Celsius est juste emblématique. Le rapport officiel des régulateurs européens est sans appel. Il manquait 1,2 milliard de dollars pour pouvoir rembourser tous les clients. Un trou béant, creusé par des paris beaucoup trop risqués dans la finance décentralisée. L'histoire de Voyager Digital, elle, illustre parfaitement le risque de contagion. La faillite d'une seule et unique entité, un fonds spéculatif nommé Three Arrows Capital, a suffi à entraîner la chute de Voyageur et à déclencher un effet domino dévastateur dans tout l'écosystème. Forcément, face à ce chaos ambiant, les régulateurs commencent à s'intéresser de très près à ce monde. On peut les voir comme les shérifs qui arrivent enfin dans la ville sans foi ni loi. Leur mission, essayer de ramener un peu d'ordre, mais sans tuer dans l'œuf toute l'innovation. Un équilibre très difficile à trouver. En Europe, ce sont principalement deux grandes institutions qui sont en première ligne, l'Autorité bancaire européenne et l'Autorité européenne des marchés financiers. Elles mènent actuellement des enquêtes très poussées pour essayer de comprendre et de mesurer tous les dangers de cette nouvelle finance. Et leur liste de préoccupations est longue. Il y a bien sûr la cybersécurité, avec tous ces piratages. Il y a le blanchiment d'argent, qui est facilité par un certain anonymat. Il y a la protection des consommateurs face à des pratiques prédatrices comme la MEV. Et surtout, il y a la peur du risque systémique. La crainte qu'un jour, un effondrement dans la DeFi ne vienne contaminer la finance traditionnelle. Finalement, tout se résume à ce dilemme, très bien formulé ici par Christine Lagarde. La DeFi est une frontière dangereuse, oui, mais c'est aussi une terre d'innovation et de promesses. La vraie question n'est donc pas de savoir s'il faut l'interdire, mais plutôt comment la civiliser. Comment peut-on exploiter son potentiel tout en s'assurant qu'elle ne devienne jamais une menace pour la stabilité financière de tout le monde? C'est la réponse à cette question qui dessinera l'avenir de la finance.